qu'on va vous dire aujourd'hui, ce que nous allons faire ensemble, c'est ce que nous savons déjà faire. Mais la différence, c'est que quand quelqu'un a un peu lu, ou quand quelqu'un a vu un film, ou on lui a raconté une histoire, il sait mieux que celui qui fait ça de manière, comme on dit au village, traditionnelle, empirique. Donc, l'objectif, c'est qu'après cette journée, on soit capable de commencer à travailler. Et comme il disait, on sera là pour contrôler, pour assister ceux qui ont des difficultés. Une activité comme l'élevage des escargots, ça a beaucoup de noms. On appelle l'hériciculture. L'hériciculture avec H-E. D'autres appellent achatinaculture. Ça dépend des espèces des escargots. Parce que comme nous là, on est les noirs, les blancs, les guinguerous, les métis. Les escargots aussi ont des races. Ils sont différents les uns des autres. Donc, l'élevage des escargots, jusque-là, est appelé élevage non conventionnel. Parce que ce n'est pas encore dans les canons de notre ministère de l'élevage. Et d'autres l'appellent le mini-élevage. Donc, c'est l'élevage qui concerne les hannetons, les termites, les escargots, et que sais-je encore. Oui, même les fourmis. D'autres parlent même des asticots, les chenilles. Tout ça, c'est le mini-élevage ou l'élevage non conventionnel. Au Cameroun, ça n'attire pas encore grand monde. Pourtant, ces petits animaux-là sont très riches pour notre alimentation, ou même l'alimentation des autres animaux. Oui, parce que ça se complète. Quand on mange les escargots, quand on mange les hannetons, les chenilles, les termites, c'est riche en beaucoup de choses. Et c'est pour cela que ceux qui ont pris la peine de faire des études dans ces domaines-là encouragent aujourd'hui son élevage. Nous savons que même les porcs épis, on les élève déjà. Les rats palmistes, on les élève. Oui, parce qu'on a réalisé qu'il y a beaucoup de richesses, mais l'homme, je vais dire comme ça de manière triviale, l'homme africain observe seulement, il est prêt à tout voir au lieu de mettre la main, comme on dit à l'étrier, pour changer sa vie. Donc, les escargots ont beaucoup de races, beaucoup de variétés. Quand vous causez avec les blancs, ils vont vous parler des escargots géants d'Afrique. Parce que chez eux, les escargots sont de petite taille. C'est en Afrique que nous avons les escargots. Nous, on considère que c'est petit. Eux, ils les appellent les escargots géants d'Afrique. Parce que c'est en Afrique qu'on trouve les escargots d'une certaine dimension. Donc, nous allons parler pratiquement de deux types d'escargots. C'est les variétés que nous avons ici chez nous. Nous avons la première variété qu'on appelle achatina. Permettez-moi d'écrire achatina. Chez nous ici, on n'a pas le genre. Ça fait longtemps. Je ne sais pas si nous ne sommes pas. Comment on va élever, si on peut aussi trouver ce qui est là-bas pour venir aussi élever ça ici. Parce que ici, on n'en a pas. La source d'approvisionnement, pour la plupart des cas, c'est à Sokapal. C'est peut-être là-bas qu'on a beaucoup plus cette variété qui nous inonde.
à cause de l'existence de la palmeraie, parce que ça bouffe les tourteaux, puis l'ombrage fait en sorte que ça se multiplie rapidement. On a les deux variétés ici. Tout le monde sait que le vent ici est un peu salé. Ça ne peut pas être la même chose pour quelqu'un qui vit. On sait qu'ici il fait essentiellement chaud. Le climat est chaud, bien qu'étant humide parfois. Donc tout ça peut varier. Que ce soit à gauche, que ce soit à droite, ce sont les escargots géants d'Afrique. Vous comprenez, hein? Voilà. Plusieurs raisons peuvent nous motiver à pratiquer l'élevage des escargots. C'est ce qu'on est en train de dire. Voilà. Parlons de la chair. La chair d'escargot est riche en protéines, en fer, en iode, en acides aminés. Toutes ces substances sont indispensables à la croissance. La consommation régulière des escargots a un impact positif sur notre vue et nous empêche d'attraper certaines maladies, comme par exemple le kwashiorkor. Quand on mange les escargots, on peut avoir facilement le kwashiorkor. Quand on mange les escargots, la plupart des maladies des yeux foutent le camp. Ça disparaît. Donc, au niveau, pourquoi élever les escargots, on a parlé de la chair. Quand on parle de la bave d'escargot, terrible, ça tout le monde le sait. Moi, j'ai des témoignages, des gens qui n'élèvent même pas. En saison de pluie, comme ça, ils ramassent les escargots, ils le traumatisent un peu, ils récupèrent la bave, elle a surtout le visage, les femmes et autres là. Ça sèche pendant quelques temps, au moment où elle enlève le masque, c'est-à-dire ça absorbe tout. On est dans le domaine de la pharmacopée. Pourquoi on élève les escargots? Parce qu'on fait des soins traditionnels avec les escargots qui ignorent que pour guérir le bégaiement, on demande de mettre l'eau dans la coquille d'escargot et de boire. Moi j'ai des témoignages, oui. Même quand quelqu'un s'est blessé, vous mettez la barbe, ça bloque d'abord le règlement du sang et ça accélère le processus de guérison. Donc seulement qu'il nous procure de l'argent parce qu'on le vend, mais à l'intérieur même de nos familles, il peut nous amener à réduire les dépenses et à favoriser la guérison de beaucoup de maladies. En général, on dit que pour élever les escargots, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs, comme par exemple la nature du sol. Si le sol est très dur et pierreux, ce n'est pas une bonne chose. On sera obligé, si vous n'avez que ça comme sol, vous serez obligé de piocher, vraiment piocher, rendre la terre meuble avant de mettre tout le dispositif nécessaire à l'élevage. Pourquoi? Parce que je le disais encore dernièrement à la mairie, l'escargot pond déposer ses œufs dans la terre, c'est enfoui au sol, un peu comme les lézards. Donc si le sol est dur, il ne peut pas creuser pour déposer ses œufs. Donc dans comment élever les escargots, on tient compte de la direction du vent. Parce que le vent, quand il passe beaucoup, il assèche le sol. Or, l'escargot aime l'humidité. L'escargot aime l'eau. Et certains documents disent même que l'escargot commence d'abord à boire l'eau qui est dans le sol. L'eau qui est à fleur là. C'est pour cela que dans tout élevage, il faut beaucoup arroser. Il faut arroser pour que même s'il n'y a pas l'eau au niveau de l'abreuvoir, qu'il y ait au moins l'eau au niveau du sol. Parce qu'il aspire ça et il vide ça. On peut avoir en petit A la nature du sol, en petit B l'habitat ou alors le type d'habitat. Les habitats sont multiformes, ils sont variés. Oui, tu prends 3 poulets là, tu les entreposes, tu déposes les escargots déjà. L'avantage même avec les poulets, c'est qu'il y a des cavités à l'intérieur. Vous voyez un peu. On va aller rapidement ici au niveau des caisses, des clapiers. Ce sont des caisses surmontées sur des bois, c'est-à-dire des caisses en bois déjà,
qui ne sont pas même le sol, qui sont sur des pieds. Et à l'intérieur, on met obligatoirement une couche de terre. Vous mettez là, parce que ça permet non seulement à l'escargot d'être à l'aise. On met la paille à l'intérieur pour lui donner une espèce d'environnement naturel. La couche de terre qu'on met permet aussi à l'escargot non seulement de se nourrir, mais de faire sa ponte sans difficulté. Il y a beaucoup de types, il y a même des tranchées, il y a des gens qui font simplement au sol comme ça. Ils creusent des tranchées, ils creusent mais ils sécurisent tout autour. Parce que même les caisses là doivent être sécurisées pour empêcher les prédateurs. La question, la possibilité d'empêcher les prédateurs. Tout à l'heure on vient de dire que nous ne pouvons pas utiliser les produits soit chimiques ou consorts. Comment faire pour empêcher ces prédateurs d'arriver près de nos escargots? Voilà. Il faut entourer son élevage, sa structure, d'une espèce de caniveau en ciment. Je voudrais dire que si toute cette maison, il y a des caissons partout on élève, pour tout ce qui rentre, on doit faire une espèce de canalisation tout autour. Et on y dépose de l'huile de vidange. Parce que nous tous on sait ce que l'huile de vidange fait et aux serpents, aux reptiles, et aux fourmis, aux mille pattes, tout ça, dès que ça sent l'odeur, ça rentre seul. Bon, certaines personnes disent que l'escargot est un herbivore. D'autres disent que c'est un omnivore. D'autres disent qu'il est fruitivore. Bref, c'est pour dire qu'il mange presque tout. Et c'est aussi ce qui doit nous amener, qui doit nous motiver à faire son élevage. L'escargot mange presque tout. L'escargot mange les feuilles de papayer, les feuilles de taro, les feuilles de piment, oui, les aubergines, les feuilles de chou, de laitue. Laitue, c'est ce qu'on appelle souvent là la salade. La morelle noire, les épinards, bref. Manger toutes les feuilles, même les feuilles de pomme. Ça, nous on a expérimenté. L'escargot aime manger les fruits. D'autres aiment même oublier les feuilles les épluchures d'ananas. Manger les fruits, on commence par la papaye. Et je vais vous dire par expérience, de préférence la papaye verte, non mûre. Oui. La noix de palme, la tomate, le concombre, l'avocat. Donc, il mange tous ces fruits-là. C'est écrit Book Not Life. Au niveau des tubercules, c'est même tout, mais on a dit par exemple le taro, l'igname, la patate douce, le plantain. Seulement, et là il faut faire très attention. Lorsqu'on parle des déchets de ménage, des déchets de cuisine, évitez tout ce qui a le sel. Alors ne tentez pas. L'escargot n'aime pas entendre qu'il y a le sel quelque part. Puisque ça peut s'expliquer, non? Pour retirer la barbe, nous sommes utilisés le sel. Dans les quantités, on utilise quoi? On peut utiliser le maïs. Par exemple, le soja. S'il n'y a pas le soja, on peut même mettre de l'arachide. Moi, je vais vous surprendre en vous disant même le poisson fumé. Les déchets, voilà, que ce soit pour ne pas donner, le poisson est quand même précieux. Donc, les écailles des bifaka, comme vous connaissez là, les arrêts, les têtes qu'on jette. Mais il faut tout écraser. C'est ça qui fabrique sa provenance. Le poisson. On continue. Ok. On prend maintenant le matériel d'élevage. Ceci, je vais dire comme ça, ceci peut être
une mangeoire, mais ne peut pas être un abreuvoir. Parce que c'est profond pour les petits sujets. Si vous mettez l'eau juste ici, le petit sujet va tomber, va mourir de noyade, issu de noyade. Vous voyez un peu. Par contre, si c'est la nourriture, il marche, il peut manger n'importe où et il se balade. Et quand vous changez la nourriture, ça vous permet aussi de balayer. On est au niveau de l'entretien. S'il y a des choses à balayer, vous balayez. S'il y a des débris à ramasser à la main, vous les ramassez. Mais le nettoyage et autres, ça peut se faire tous les 2 jours. Changer la nourriture tous les 2 jours. Il y a une image où vous allez voir l'escargot avec tout ce que ça comporte comme viscère, comme partie, comme un animal. Donc il a aussi besoin de l'air. Il a besoin d'un peu de soleil, d'un peu de vent, un peu de tout cela. L'escargot a besoin d'une douceur, de beaucoup de douceur même. Qu'on le prenne au sérieux. Et ce n'est que par là qu'on a les bons résultats. On est en train de terminer. Vous les libérez. Il vous donne 2000 œufs. C'est ici que le vrai calcul doit commencer. Supposons que dans les 2000 œufs, 25% meurent. Il reste 1500 en vie. Quand je dis 25%, c'est-à-dire 500. Et là, j'ai même minimisé, j'ai pris 10. 10 par géniteur au lieu de prendre même la moyenne de 15. Ok. Vous avez 1500 escargots, peut-être 2 mois plus tard. Vous les nourrissez très bien. Vous les entretenez bien. 4 mois plus tard, vous avez 1500 escargots adultes. Et pendant que vous avez 1500 escargots adultes, vous avez encore peut-être 1500 œufs qui attendent. Ceux-ci même commencent à se multiplier. Parce que le travail qu'on fait là, il faut qu'on soit vigilant. Quelle que soit l'activité que nous menons, la valeur ajoutée existe, ou alors la grande rentabilité existe dans la transformation. Prenez les escargots, allez vendre 7 à 1000, 8 à 1000, vous ne profitez pas grand-chose. Quand vous les nettoyez, vous prenez votre petite balance, parce que dans le matériel, j'ai même fait fi de ça, pourtant c'est important. Si chaque escargot pèse, je vais dire du n'importe quoi, 75 grammes, et encore que c'est bien plus, pour avoir 1 kilo, il faut peut-être 12 ou 13 escargots. Vous avez votre kilo d'escargot. On dit donc que le kilo en saison pluvieuse, où c'est moins cher, varie entre 3500 et 4000. En saison sèche, le kilo varie entre 5500 et 6000. Si on dit, prenons même 15 escargots par kilo, je ne sais pas si je suis près de la réalité, 15 escargots par kilo, les 1500 escargots vont nous donner combien de kilos? 150 kilos. Je crois que je ne me trompe pas. Prenons à 3000. Moi, je diminue même encore trop. 150 kilos fois 3000, ça fait combien? 450 000 francs. Je vous assure que nous sommes d'accord, hein, je ne fais pas la magie. Ça, ce sont des chiffres minorés. Que ce soit en termes de ponte, que ce soit en termes de survivants, que ce soit même en termes de prix de vente. Moi, j'achète régulièrement le kilo à 5 000, régulièrement. Mais moi, j'ai même mis ici 3 000. Donc, ça veut dire qu'on a au moins 500 000 francs qui tombent régulièrement. Tout à l'heure, on nous disait que, ou alors nous avons dit que l'escargot a 3 composantes, n'est-ce pas? On a la chair, on a la coquille. L'escargot coûte 30 000 francs le litre. 30 000 francs le litre. Mais maintenant, ça appelle à la technique d'extraction.
Moi, je crois que vous, nos mamans qui êtes ici, vous êtes très bien placés pour nous dire comment extraire. Mais il y a des éléments additionnels pour extraire. Mais quand on lit, on réalise que c'est beaucoup plus le fait d'avoir la chair et de la presser sur soi qui fait en sorte que l'escargot libère la bave. C'est vrai, il y a des accélérateurs à cela, comme le sel, comme le citron, oui, comme la pierre blanche, mais tout cela demande ce travail. On parle même de l'eau bouillie qui a refroidi, qui est tiède. Vous ne mettez pas beaucoup. Vous mettez un peu pour que ça fasse quand même une présence visqueuse là et puis vous commencez à presser, à presser. Vous faites ça une fois, vous mettez de côté, vous faites ça 2 fois. Vous attendez un peu la décantation pour que la bave se sépare de la petite quantité d'eau que vous avez introduite. Après, on a dit que quel que soit le type d'habitat qu'on choisit pour nos sujets, 3 conditions sont à remplir. Lesquelles? La première condition, c'est les empêcher de partir. C'est les empêcher de partir. Voilà. Il faut avoir une protection, c'est-à-dire une sécurité pour que nos sujets ne partent pas. Sinon, on travaille en vain. La seconde condition, c'est quoi? Les empêcher d'être attaqués par les prédateurs. La troisième précaution, c'est quoi? L'accessibilité. C'est-à-dire partout où on est, on doit atteindre. Je voudrais dire quoi? Je voudrais dire qu'on est ici. Hein? Il faut qu'on soit capable de retirer. Vous voyez que si cette escargotière était plus haute, ou même à ce niveau, mais si ce plancher était plus bas, vous n'allez jamais prendre. Ici, je ne peux pas, mais par contre, ici, je peux. Donc, c'est accessible partout. Quel que soit le type d'habitat, voilà les 3 conditions nécessaires à remplir. Lorsque c'est fait, vous avez déjà recouvert toute votre surface. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arroser. Pourquoi on arrose? Simplement parce que 1. L'escargot aime l'humidité. 2. L'escargot va boire l'eau qui est dans le sol. Ça, peut-être que nous, on n'en a pas conscience, mais c'est ce que les chercheurs nous ont démontré. Donc vous voyez qu'on arrose. Et cette activité doit être faite en principe le soir. Ça, c'est un matériel de démonstration juste. Mais dans une escargotière de cette dimension, il faut 3 mangeoires comme ça. Je vous ai dit qu'on peut aussi faire comme ça, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas bien parce que ça va favoriser la putréfaction de l'aliment. Hein? Donc l'aliment va vite pourrir. Et ce n'est pas bien. C'est pour ça qu'il faut mettre la nourriture dans un support. Comme je dis, même si c'est un petit morceau de contreplaqué, vous mettez. Vous allez encore prendre ça. Ceux-ci ne sont pas bons dans le lancement de l'activité parce que nous voyons qu'ils sont petits. Ça, c'est quand ils auront pondu, ils vont commencer à grandir. On va commencer à sélectionner. Ceux-ci, on est sûr qu'ils sont déjà adultes. On est d'accord? Voilà. On ferme.
Voilà. Pourquoi cette protection? Cette protection du pied de l'escargotière. Pour que ça n'aspire pas de l'eau et tout ce qu'on peut mettre là comme poison. Parce qu'en fait c'est du poison. Donc on protège et le bois est toujours sec. Maintenant on prend l'huile de vidange. On verse à une hauteur raisonnable. Ne mettez pas petit, puisque c'est protégé. Hein? Mettez ça peut-être jusqu'à ce niveau. Vous comprenez? Et vous voyez que le seau, c'est bien. Je vous ai dit, ne prenez pas les bouteilles de Tanguy parce que on a des petits reptiles malins. Si l'écart n'est pas grand, hein, le gars peut partir de la bouteille là, il met là et il monte. À ce niveau-là, même s'il monte ici à l'extérieur, quand il arrive là, il dit non. C'est obligé de vouloir descendre parce qu'il ne peut pas sauter. Vous comprenez? Là, voilà ce qu'il faut faire. Nous avons vu l'importance justement de cet atelier parce que il faut reconnaître que ADA est vraiment très important pour notre village et le développement des peuples autochtones. Et franchement, nous avons eu l'importance de cet atelier parce qu'il va nous permettre non seulement de créer des richesses, mais également d'éviter l'oisivité dans le village. Si on met en exergue ce que nous avons appris, ce que nous avons reçu comme enseignement dans cet élevage des escargots, vraiment personne ne va regretter cela. Les informations que j'ai eues, ça m'a beaucoup ravi et me permet de se mettre, si j'ai les moyens, mettre cela en pratique. Parce que ça va m'aider et aider mon entourage. Si il prend cela en considération, il soutient tous ces villages qui sont dans le projet, ça va aboutir et les choses vont marcher. Ça va nous aussi nous aider de sortir de la pauvreté. On n'est pas seulement regarder bien que la mer, mais ça va nous avantager de plus.